Bonjour et bienvenue sur le plateau des Jours Heureux pour un nouvel entretien sur le programme L'Avenir en commun. Qui est déjà allé en manif a forcément déjà croisé sa route. Pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, par exemple, elle était l'une des leaders des Rosies, en bleu de travail, bandeau rouge et gants jaunes. Elle a participé à de nombreuses actions de désobéissance civile, comme les fauchages de chaises dans les banques, les contre-sommets du G7, sans oublier la gouache sur la vitrine de la Samaritaine en juillet dernier pour dénoncer les 62 milliards d'euros engrangés en pleine crise sanitaire par Bernard Arnault, champion de l'évasion fiscale, des dividendes et des licenciements. Figure de l'altermondialisme et visage de tous les combats sociaux et environnementaux, je suis très fière d'être en compagnie d'Aurélie Trouvé, ingénieure agronome, maître de conférences en économie, présidente d'Attaque de 2006 à 2012 et porte-parole du mouvement jusqu'à cette année. Elle est également l'auteure du livre « Le business c'est dans le pré, les dérives de l'agro-industrie » publié chez Fayard en 2015. Et depuis ce mois de décembre 2021, elle est la présidente du Parlement de l'Union populaire. Aurélie Trouvé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, sur les 160 pages du programme L'Avenir en commun, vous avez choisi la page 54 qui s'appelle « Souveraineté alimentaire et révolution agricole pour une agriculture écologique et paysanne ». Il s'agit d'un des grands défis de la bifurcation écologique car nous avons dressé le constat que l'agrobusiness détruit tout, les écosystèmes, notre santé et celle des paysans. Ma première question est simple. Pouvez-vous définir agrobusiness ? L'agrobusiness, c'est d'abord ce qui entoure les agriculteurs, l'amont et l'aval, l'agrofourniture et l'agro-industrie, ce qui sert à transformer, à collecter et à distribuer les aliments. Et en fait, ces grandes industries de fourniture, de semences, ou encore de phytosanitaires, et ces grandes industries de transformation et de distribution sont de plus en plus concentrées, sont maintenant des très grandes, pour beaucoup, des multinationales capitalistes. En fait, il y a moins en moins de PME et TPE, de petites et moyennes entreprises dans l'agrofourniture et l'agro-industrie agroalimentaire. Et du coup, c'est des multinationales qui ont énormément de pouvoir face aux agriculteurs qui, eux, restent quand même globalement, pour la plupart, des agriculteurs familiaux et des petites structures non capitalistes et donc qui n'ont pas ou peu de marge de manœuvre face à cette agro-industrie et cette agro-fourniture. Donc c'est d'abord ça l'agrobusiness, mais aussi au sein de la production agricole, il y a une concentration des exploitations agricoles et on a, si vous voulez, une fragilisation de l'agriculture familiale, c'est-à-dire cette idée d'une agriculture où l'essentiel du travail est fourni par la famille, en fait, par l'agricultrice ou l'agriculteur. De plus en plus, on a des salariés. Aujourd'hui, c'est 1/3 du temps de travail agricole, ce sont des salariés. Il y a 1 million de personnes qui travaillent, qui sont salariés, souvent salariés précaires dans le monde agricole. Donc, c'est énorme. Et donc, on a de moins en moins une agriculture familiale et de plus en plus une agriculture patronale, voire capitaliste, quand carrément, ce sont des fonds financiers, des grands investisseurs qui, par exemple, comme AXA ou Millésime, par exemple, dans le viticole ou d'autres, accaparent des terres et forment des entreprises vraiment capitalistes où là, carrément, les moyens de production n'appartiennent plus à celles et ceux qui travaillent la terre. Alors justement, tous les 10 ans a lieu le recensement agricole en France. Alors les résultats du dernier recensement ont été publiés vendredi dernier, le 10 décembre 2021. Ils font état d'une baisse de 20% du nombre d'exploitations en 10 ans. C'est-à-dire qu'entre 2010 et 2020, la France a perdu plus de 100 000 fermes. C'est-à-dire que plus de 27 fermes ont disparu chaque jour pendant 10 ans. Ouais. Dans le même temps, les exploitations agricoles se sont agrandies, atteignant 69 hectares en moyenne. Donc en somme, des fermes moins nombreuses, mais plus grandes, dans un contexte où, par ailleurs, on pourra en parler, la part des exploitations d'agriculture bio a triplé. Alors au départ, je voulais vous faire réagir sur ce qu'a expliqué le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, à la sortie du recensement. Il a expliqué que la raison principale de cette baisse est la pyramide des âges, qu'il y a plus de départs à la retraite que d'installations. Et en fait, j'ai changé ma question. Je voulais simplement vous poser, qu'est-ce qu'être agriculteur aujourd'hui ?
Être agriculteur aujourd'hui, c'est une multitude. Enfin, en fait, c'est compliqué de répondre à ça parce qu'il y a une multitude d'agricultures possibles. Et en tout cas, je crois que l'idée qu'il faut combattre, c'est que toutes les agricultures peuvent coexister en harmonie. Qu'on peut avoir autant la ferme des 1000 vaches que les petites exploitations familiales créatrices d'emplois. En réalité, il y a une agriculture et des agriculteurs prédateurs des autres. Parce que la terre est de plus en plus concentrée, les moyens de production sont concentrés, mais surtout, il y a une partie de l'agriculture, des très grandes exploitations, qui sont capables de tirer les prix vers le bas et donc de mettre en difficulté les autres. Donc il y a plusieurs agricultures possibles, mais surtout, il y a des agricultures qui peuvent être prédatrices d'autres agricultures. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un agrandissement, une concentration des exploitations, une destruction de l'emploi. Il y a 20 000 emplois en moyenne depuis 30 ans qui disparaissent par an dans l'agriculture. C'est énorme. Et il y a une concentration des terres. Et le problème, c'est qu'il y a plein de jeunes qui voudraient s'installer. Mais il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème du foncier. Bien souvent, ils n'ont pas accès au foncier, il est plutôt distribué aux moyennes et grandes exploitations déjà présentes. Donc on a déjà un problème d'accès au foncier. Évidemment, Julien Denormandie, il élude totalement la question. Mais c'est ça le problème. Il y a un problème de foncier, et donc il faudrait une grande loi de foncier qui permette de redistribuer véritablement la terre et de la distribuer aux jeunes notamment, et dans des projets d'agriculture qui maintiennent véritablement l'emploi, qui préservent l'environnement. Et deuxièmement, il y a un problème plus global aussi de conditions de vie. En fait, dans l'agriculture, le problème n'est pas tant qu'il y ait des revenus moyens trop bas. Il y a deux problèmes. Il y a des revenus qui sont très inégaux entre exploitations. En fait, c'est un secteur économique où les revenus sont extrêmement inégaux. Il y a un taux de pauvreté beaucoup plus important que dans d'autres secteurs économiques, c'est vrai. Mais il y a aussi des agriculteurs avec d'énormes patrimoines, en fait. Donc, il y a des inégalités très fortes. Et deuxièmement, il y a des revenus extrêmement variables parce que les prix font le yo-yo, tout simplement parce qu'on a dérégulé les marchés agricoles, qu'il n'y a plus de régulation des échanges, des prix et des volumes de production. Ça parce qu'on est dans une ère néolibérale avec une politique agricole commune au niveau européen qui a rétamé tous les outils de régulation de marché. Donc, voilà, pour répondre à ça, je dirais une grande loi de foncier qui permette de redistribuer la terre, et de la donner aux jeunes sur des projets alternatifs, une régulation de marché qui permette à tous d'avoir des revenus décents. Pour ça, donc, il faut une régulation de marché, mais il faut aussi réguler les marges, puisqu'on a parlé de l'agrobusiness, il faut aussi réguler les marges de ces grandes entreprises de fourniture et d'aval, c'est-à-dire agroalimentaire et distribution. Alors vous avez parlé de la PAC. Le 23 novembre 2021, le Parlement européen a adopté une nouvelle politique agricole commune. Alors une prétendue réforme, car il s'agit principalement de continuer comme avant, que le député européen Manuel Bompard a qualifié de désastre, de honte et de trahison. Êtes-vous d'accord ? Alors oui, le problème surtout, c'est ce qui va arriver après. Parce que, en fait, le problème de cette politique agricole commune, alors je vais revenir un tout petit peu dans l'histoire. Oui. D'abord, expliquer ce qu'est cette politique agricole commune. En fait, au début des années 90, on a dérégulé les marchés. Et donc, on a aligné les prix européens sur les prix internationaux. Et maintenant, on a des prix internationaux qui ne couvrent absolument pas les coûts de production et qui font ça. Donc, pour compenser les agriculteurs, on leur verse des aides massives. Quand je dis massives, 2/3 à peu près du revenu agricole français est constitué d'aides directes de la PAC. Vous enlevez les aides directes de la PAC, il y a plein d'exploitations qui ont des revenus négatifs. Donc, c'est des aides extrêmement importantes pour, y compris, orienter le développement agricole dans tel ou tel sens. Voilà. Ces aides, elles sont distribuées par hectare. Ça veut dire que ce sont des aides qui bénéficient au capital foncier et pas par actif. Et ça, c'est très important, oui. pas par travailleur agricole. Donc, elles ne favorisent pas l'emploi, elles favorisent le foncier. Et ce sont des aides qui, par ailleurs, sont distribuées quel que soit ce qu'on produit, etc. Et puis qui, en plus, sont inégales entre exploitations. Bref, tout ça pour en arriver à une conclusion, c'est que les aides de la PAC, la plupart des aides, pas toutes, la plupart des aides, ce sont les aides au capital foncier, distribuées avec très peu de conditions, très peu de conditions environnementales, qui ne permettent pas de maintenir l'emploi parce que ce n'est pas par actif agricole, qui ne varient pas en fonction des prix et des revenus. Donc, quelle est leur légitimité ? Aujourd'hui, il y a... Voilà, pour moi, il y a un énorme manque de légitimité sociale et environnementale de ces aides, alors que c'est 10 milliards d'euros par an distribués rien qu'en France. Voilà. Et que propose la réforme de la PAC ? Ni de réguler les marchés, quasiment pas, ni de mieux distribuer les aides. Qu'est-ce qu'elle dit, cette réforme ? États membres, débrouillez-vous.
ce qui est un peu en lien avec la crise politique de l'Union européenne. Hein. C'est-à-dire que comme l'Union européenne est incapable d'avoir une politique agricole commune, eh bien on se retrouve avec une politique agricole concurrentielle, qui met en concurrence les États membres, qui leur dit « démerdez-vous ». Et le problème, c'est quand on leur dit « démerdez-vous », qu'est-ce qui se passe là actuellement en France, avec le plan qui va être fait, parce que tout va dépendre maintenant des États membres. Eh bien en France, comme dans la plupart des États membres, le syndicalisme agricole majoritaire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, écoutez, on ne va pas se tirer une balle dans le pied, on ne va pas mettre plus de contraintes environnementales que nos voisins, on ne va pas distribuer vers les plus petites exploitations alors que nos voisins ne font pas pareil. Donc comme il n'y a plus de cadre européen, ou quasiment plus, très peu, et ben du coup, c'est le dumping environnemental et social qui est le maître dans cette affaire. Et en plus, comme on a un ministre de l'Agriculture et un gouvernement qui, de mon point de vue, sont dans le conservatisme absolu et sont là, vraiment, sont agenouillés face à la FNSEA, au syndicalisme agricole majoritaire, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on a un plan stratégique national qui est la déclinaison de la PAC, qui va être finalisé le 31 décembre, qui est une catastrophe. Une catastrophe, pourquoi ? Parce que c'est le conservatisme absolu. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on a fait un diagnostic de la politique agricole commune en France, il y a quelques mois, 10 ans, ça ne va pas du tout sur le plan environnemental, on ne distribue pas de la bonne façon, il y a un agrandissement, on ne répond pas aux directives environnementales, on concentre l'élevage dans certaines régions et c'est une catastrophe, il y a trop de pression des effluents d'élevage, en gros du pipi et du caca des vaches, pour faire vite, et des porcs. Voilà, on utilise, je veux dire, sur le plan des phytosanitaires, c'est une cata aussi. Hein. Ouais. Nous n'avons pas diminué notre volume de produits phytosanitaires depuis 10 ans. Voilà, utilisés en France, alors que nous avions un objectif de moins 50%. Voilà, donc tous les voyants sont au rouge, sur le plan environnemental, social. Et qu'est-ce qu'on fait ? On décide une PAC qui est quasiment la même qu'avant. Voilà, et donc c'est-à-dire qu'on ne résout absolument rien du problème, et même, je dirais même, voilà, même pire, c'est qu'on va, on va continuer encore cet agrandissement, cette concentration des exploitations et cette spécialisation productive des régions. Alors nous, justement, dans le programme L'Avenir en commun, on parle de refondre la PAC. Comment cela se matérialiserait-il ? Alors, pour refondre la PAC, c'est ça, hein ? Oui. Tout à fait. Alors, c'est d'abord... Notamment sur les aides publiques. Voilà, ce qu'on propose dans l'avenir, dans le programme de l'Avenir en commun, c'est d'abord, d'avoir des prix rémunérateurs décents. Donc, il faut réguler les marchés. Oui. Et alors, je le dis, il va falloir assumer une certaine forme de désobéissance aux règles européennes pour ça. En tout cas, il va falloir, avoir une position très forte là-dessus au niveau européen. Mmh. Ça, c'est la première chose, avant de désobéir aux règles. Avoir une position très forte et la tenir. Et s'il n'y a pas de décision là-dessus au niveau européen, éventuellement désobéir aux règles. Hein. Parce que là, aujourd'hui, on est bloqué par le fait qu'on est dans un espace de libre-échange à 27 États membres et que c'est au niveau européen qu'on régule les prix. On n'a pas le droit, nous, de fixer des prix nous-mêmes, sinon on est en désobéissance du droit commercial européen. Voilà, donc on va être obligé de désobéir si on veut faire ça. Donc, mais je pense qu'il faut le tenir, il faut des revenus, pour avoir des revenus décents, il faut des prix décents, et donc il faut assumer un bras de fer avec l'échelle européenne, ce que le gouvernement actuel a été incapable de faire dans cette dernière loi qui s'appelle la loi Egalim. Voilà. Et deuxièmement, puisqu'il y aura des prix rémunérateurs bien davantage, eh bien, il faut qu'à côté de ça, toutes les aides de la PAC soient tournées uniquement vers les services sociaux et environnementaux rendus. Et pas les lobbies, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors là, les aides, c'est-à-dire que les aides qui sont distribuées par hectare, c'est surtout qu'elles n'ont aucun sens là, pour l'agriculture, si ce n'est, comme c'est des aides à l'hectare, elles renchérissent le prix du foncier, elles peuvent être captées par l'aval, enfin bref. Là, il faut vraiment, de mon point de vue, des aides versées par actif agricole, plafonnées par exploitation, parce que vous avez des exploitations qui touchent plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc plafonnées par exploitation, plafonnées par actif, ça c'est une première chose. Donc ça va avantager les exploitations qui maintiennent davantage l'emploi. Par exemple, les exploitations d'arboriculture ou de maraîchage, qui sont aujourd'hui, qui ne touchent quasiment pas d'aide. Et deuxièmement, il va falloir que ces aides soient extrêmement conditionnées, enfin beaucoup conditionnées sur le plan environnemental, mais c'est un contrat avec les agriculteurs. Nous vous permettons d'avoir des prix rémunérateurs, nous vous offrons des débouchés, je vais arriver là-dessus juste après, mais en échange,
vous vous engagez à la transition écologique et nous allons vous aider pour ça avec un vrai accompagnement technique qui, aujourd'hui, de mon point de vue, n'est absolument pas au rendez-vous. Notamment sur les pesticides. Voilà. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut que les chambres d'agriculture suivent, qui sont les grands organes d'accompagnement technique, aujourd'hui, qui sont des organes parapublics, quand même dirigés largement par la profession agricole. Là, il faut aussi que l'État soit suffisamment volontaire pour dire, voilà, les chambres d'agriculture, c'est sous fonds publics, donc en fait, l'agroécologie, on va vraiment la faire, et l'accompagnement technique dans les chambres d'agriculture, ça va être notamment sur le bio, sur l'agroécologie, sur l'agriculture que j'appelle économe-autonome, c'est-à-dire faire en sorte qu'on baisse les coûts de production parce qu'on utilise moins d'alimentation animale achetée, le soja et tout ça, on fait plus d'alimentation herbagère dans les élevages. On utilise moins de phytosanitaires parce qu'on va mettre du fumier au lieu de mettre par exemple de l'azote chimique. Donc on va aussi refaire de la complémentarité culture-élevage. Ça, c'est la base de l'agroécologie. Enfin voilà, il y a énormément de choses à transformer, avec d'ailleurs un très haut niveau de technicité. Il ne faut pas croire que c'est un truc complètement has-been. C'est un très fort niveau de technicité, l'agriculture économe, autonome et la vraie agroécologie. Ça veut dire redessiner totalement fortement la manière de produire, mais avec une connaissance agronomique extrêmement pointue qui demande un accompagnement technique. Et pour ça, il faut une forte présence de l'État, des pouvoirs publics, redonner les moyens aux chambres d'agriculture de le faire, mais sous condition. Parce qu'il faut que la condition, qu'il y ait un cap en fait donné. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cap donné. Et d'ailleurs, c'est même... En fait, si, il y a un cap donné, je vais vous dire. Il est dans le plan de relance d'Emmanuel Macron, qui, sur le volet agricole, dit 3 choses, numérique, robotique et génétique. Ça, c'est une catastrophe. C'est l'inverse de l'agroécologie, c'est-à-dire faire en sorte de diminuer l'endettement des exploitations et amener vers une agriculture économe autonome plutôt que d'être pieds et poings liés à l'agrofourniture, aux entreprises de semences par la génétique, à ceux qui fournissent les machines, les drones, les GPS, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Mais je dis qu'en tout cas, ça, comme seul cap, ça ne va absolument pas. Donc il faut changer pour moi complètement de cap. Et il faut y mettre les moyens à la fois techniques, administratifs, dans les chambres d'agriculture, mais sous conditions. Et il faut revoir totalement la façon de distribuer les aides de la PAC. Je dirais le contrat avec les agriculteurs, c'est en échange de ça, vous offre des prix rémunérateurs et pas des prix qui font comme ça. Et on arrête de vous livrer à la concurrence internationale. Alors, dans l'avenir en commun, nous parlons de souveraineté alimentaire. Alors, c'est un mot qui revient souvent, qu'on entend beaucoup, souveraineté, notamment en ces temps de campagne présidentielle. Qu'entend-on par souveraineté alimentaire ? Alors, la souveraineté alimentaire, au sens de la Via Campesina notamment, c'est le fait que donc la Via Campesina, c'est un syndicat international où il y a la Confédération paysanne, mais il y a aussi les Sans-Terre brésiliens, indiens, etc. Voilà. Donc le sens de la souveraineté alimentaire, c'est le droit de chaque pays ou chaque région de décider de ses propres politiques agricoles et alimentaires. Mais on pourrait l'élargir, le droit de chaque peuple de choisir ce qu'il veut manger. Okay. Par exemple, aujourd'hui, si aujourd'hui on décide en France de ne plus manger d'OGM, on est en complète désobéissance des règles de l'Organisation mondiale du commerce et des règles de l'Union européenne. Nous nous ferions tout de suite attaqués par l'organe de règlement, via l'organe de règlement des différends de l'OMC. Nous serions tout de suite mis au banc de l'Union européenne si nous refusions d'importer des OGM. Parce qu'un peuple choisit de ce qu'il veut avoir dans son assiette. Donc, si nous voulons, par exemple, refuser d'importer des aliments, des produits agricoles OGM, il va falloir, si nous voulons refuser ça, en fait, si nous voulons refuser, par exemple, de tout aliment OGM vendu en France, nous sommes obligés de désobéir au droit commercial international, à l'OMC, aux accords de libre-échange que nous avons déjà signés et à l'Union européenne. C'est pour ça que je vous dis que, en fait, quand on veut vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'on se donne comme objectif, par exemple manger sans OGM, mais aussi manger sans pesticides, si nous, par exemple, nous ne voulons plus d'aliments traités venant de produits agricoles traités avec des pesticides aux frontières en France, nous sommes en désobéissance grave. Ce que je veux vous dire, c'est que ces objectifs-là vont demander une confrontation très importante avec le droit commercial international, avec les traités que nous avons signés. Donc ça veut dire qu'il va falloir tenir bon et qu'il faut assumer la désobéissance à ces règles-là, et c'est ce que fait le programme de l'avenir en commun. C'est pourquoi je pense que ce programme, il est cohérent,
parce qu'il y a un objectif donné et on va jusqu'au bout pour pouvoir y répondre. Voilà, on ne fait pas semblant de vouloir un objectif, mais finalement, peut-être qu'on va... on verra bien. Voilà. Alors, la mesure clé de cette page 54 du programme, c'est instaurer une agriculture relocalisée, diversifiée et écologique et créer 300 000 emplois agricoles. En quoi relocaliser l'agriculture permet de faire tout cela, d'avoir une agriculture diversifiée, écologique et créatrice d'emplois? Alors, juste avant le « en quoi », le « comment », parce que j'ai oublié cette mesure qui me paraît fondamentale, parce que je parlais de débouchés tout à l'heure. Je pense que toutes les cantines, qu'elles soient celles des écoles, des hôpitaux, surtout des hôpitaux, d'ailleurs des prisons, de toutes les administrations publiques, on devrait obliger à ce que toutes les cantines soient avec des produits locaux. Alors quand je dis locaux, ça peut être à Paris dans un rayon de 200 km, mais locaux, bio autant que possible. On peut monter jusqu'à 80-90% sans problème. Il y a des cantines qui le font. Et si possible, peu transformés, beaucoup moins transformés qu'aujourd'hui. Les aliments, aujourd'hui, arrivent des plats de lasagne tout faits dans les cantines. Ça a déjà passé 4 étapes avant. Voilà. Et donc, pour ça, d'abord, il n'y a pas d'autre solution que de remunicipaliser toutes les cantines. Je le dis franchement parce que aujourd'hui, par exemple, en Ile-de-France, vous avez 2 solutions quand vous avez une grande cantine. C'est soit Elior, soit la Sogeres. Aucune n'est capable aujourd'hui de répondre à ce que je viens de vous dire. Voilà, aucune. Donc, il faut remunicipaliser d'abord pour avoir à nouveau la main là-dessus, mais il faut aussi permettre à tous les marchés d'offres publiques, des appels d'offres publics, d'inclure ça dans les cahiers des charges. Et surtout, il faut une énorme incitation au niveau national, c'est-à-dire qu'il y ait des aides distribuées aux communes, par exemple, ou aux collectivités régionales qui respectent ça. Ça me semble très important et ça offrira des débouchés énormes à nos producteurs, mais dans un certain sens, dans celui de l'agriculture bio, de l'alimentation bio, etc. Mais surtout, ça permettra, par exemple, à tous les enfants de France, quelle que soit leur classe sociale, de manger bio. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais manger bio, c'est pas accessible pour tout le monde. C'est pas vrai. Moi, j'habite à Montreuil. Les magasins bio, ils sont dans le centre, dans le bas Montreuil, le haut Montreuil et les cités du haut Montreuil. Ils n'ont pas accès à ces magasins-là aujourd'hui. C'est un prix quand même certain. Oui. Ça demande, pour que ça coûte moins cher de cuisiner soi-même, il ne faut pas accumuler deux boulots pour s'en sortir. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que rien que ça, d'avoir à la cantine ce menu bio préparé avec une formation des enfants, de tous les enfants, à la bonne bouffe, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça peut aussi tirer. Enfin, c'est une politique de l'offre, de la demande, pardon, quelque part. C'est que ensuite vous allez du coup tirer l'agriculture dans ce sens-là. Et pourquoi relocaliser ? Je finis là-dessus. D'abord parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de savoir ce qu'on mange. C'est-à-dire que quand on mange une tomate qui est poussée en Andalousie sous serre, produite par des travailleurs migrants qu'on exploite complètement. Même si c'est bio d'ailleurs, parce que parfois il y a la tomate bio qui vient comme ça. C'est d'ailleurs pour vous dire que le bio ne suffit pas. En fait, on ne sait pas les conditions. Alors que quand c'est produit à côté de chez soi, on a quand même des grandes chances de savoir comment c'est mieux, en tout cas savoir comment c'est produit, et surtout la puissance publique, l'État, l'État, la collectivité régionale peut aussi imposer ses propres règles. Voilà. Donc ça c'est la première raison. Et puis une deuxième raison, évidemment, c'est que les coûts il y a moins de transport et quand même les transports, c'est un coût sur le plan écologique, voilà. Mais la première raison, c'est ça, c'est de mieux savoir et d'avoir la main sur ce qui est produit, quoi. Et en quoi la relocalisation est créatrice d'emplois, du coup ? Alors, c'est pas forcément. Est-ce que c'est créateur d'emplois ? Si, dans le sens où c'est pas. Enfin, au sens planétaire, pas forcément. Ce qui importe, c'est quel type d'agriculture. En fait, il faut bien comprendre qu'on n'est plus dans le contexte d'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, l'idée, c'était qu'on allait produire beaucoup plus avec moins de personnes. Voilà. On va augmenter la productivité du travail. Pourquoi ? Pour envoyer de la main-d'œuvre vers l'industrie et les services. Aujourd'hui, on a un énorme chômage de masse. On a 8%, même beaucoup plus que ça. En fait, on a 6 millions de chômeurs. Bon. Donc aujourd'hui, on a besoin de quoi ? D'une agriculture qui utilise moins de capital, qui prélève moins sur les ressources fossiles notamment, avec moins de machines, et qui utilise plus de travail.
Voilà. Donc c'est surtout pour ça, c'est surtout là-dessus, enfin dans ce sens-là qu'il faut mieux préserver l'emploi. Et puis il faut relocaliser, c'est vrai, surtout les productions qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, notamment les fruits et légumes. Vous savez qu'on est importateur net et de plus en plus importateur net de fruits et légumes. Et ben donc du coup, plus on produira nous-mêmes nos fruits et légumes, plus ça maintiendra l'emploi parce que ça maintient beaucoup plus l'emploi que des céréales, par exemple. Les céréales, on a peut-être un actif sur 100 hectares en moyenne, je dirais. Les fruits et légumes, on a bien souvent, en maraîchage, vous avez peut-être un actif sur 3 hectares, en fait. C'est des productions qui demandent beaucoup plus d'actifs, de travailleurs. Et donc, il faut aussi favoriser ces productions-là, dont on est par ailleurs importateur net. Je ne sais pas si c'est... Voilà, si c'est clair, puis on voit bien que l'agrobusiness, finalement, c'est produire toujours plus, avec moins de travailleurs. Voilà. Qui ont besoin de faire toujours plus de rendement, donc toujours de déverser plus de pesticides. Donc ça va à l'encontre de tout le bon sens qu'on essaye, en tout cas nous, de défendre. Et pour finir là-dessus, juste les aides de la PAC. Alors moi, ça c'est dans le cadre de mon travail de chercheuse, mais on a pu montrer que, en fait, en moyenne, on l'a montré sur la production laitière notamment, pires sont les indicateurs environnementaux des exploitations, moins elles maintiennent l'emploi et plus elles touchent d'aides par hectare de la PAC. Voilà, en moyenne. Voilà. Donc, il y a une corrélation comme ça. C'est pour vous dire que, par ailleurs, on a quand même un gros souci de distribution des aides PAC aussi. C'est-à-dire que ça va à peu près à l'inverse de ce qu'on voudrait. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est urgent de changer de PAC. Et je le dis, là, le gouvernement vient de décider une PAC sur 7 ans qui est une catastrophe, effectivement, de mon point de vue, d'un conservatisme absolu, alors que cette PAC était et sera une catastrophe. Alors oui, il faut espérer changer de gouvernement, parce que si on a encore à nouveau Emmanuel Macron au pouvoir, ou la droite, eh bien, nous aurons cette PAC-là. Le seul espoir, c'est d'avoir une vraie gauche écologique au pouvoir qui remette en cause tout ça. Voilà. Bien, merci, on terminera là-dessus, merci. Et n'oubliez pas de suivre les Jours Heureux sur les réseaux sociaux. Et merci d'avoir suivi cet entretien sur la révolution agricole dont nous avons besoin. Il faudrait un autre entretien pour reparler de toutes les choses qu'on a abordées. Merci beaucoup Aurélie Trouvé. Merci beaucoup.